Nous sommes abreuvés de sondages, on a donc besoin de savoir les lire et de trouver les infos sur ces sondages que les médias ne donnent pas forcément. Par exemple, lorsqu'on nous présente des résultats qui disent que 30% des Français ceci ou cela, il faut savoir qu'il y a une incertitude sur cette mesure, que ce n'est pas forcément exactement 30% et qu'il y a des marges d'erreur. Alors, bien sûr, on va passer rapidement sur les cas où les médias déforment carrément les données du sondage, ça on l'avait abordé dans une autre vidéo, mais enfin il faut savoir que c'est toujours régulièrement le cas. Là encore, juin 2024, et LCI, ils ont fini par les retirer en expliquant que, leurs infographies étaient dessinées manuellement. Donc du coup, allons vérifier parce que c'est nécessaire. Le premier point important, c'est donc de savoir où trouver les infos. Elles figurent dans ce qu'on appelle la notice du sondage, qui se trouve en général sur le site du sondeur. En particulier lorsque le sondage est lié au débat électoral. Parce que là, le sondeur n'a pas le choix, la notice est obligatoire. En France, c'est la loi du 19 juillet 1977, et déposée sur le site d'un organisme officiel, la commission des sondages. Elle doit comprendre toutes les infos, les questions posées, les résultats, la méthodologie, et notamment le calcul de la marge d'erreur. Et lorsqu'un média publie les résultats d'un sondage commandé à un sondeur, il doit aussi donner un certain nombre d'infos, quand a été fait le sondage, sur combien de personnes et par qui. Ceci étant posé, comment comprendre les marges d'erreur ? Un sondage, c'est de la statistique, donc pour comprendre comment ça fonctionne, on a besoin de parler un tout petit peu de la théorie des probabilités. Imaginons que sur une population, par exemple en France, on ait 40% de gens, 4 sur 10, qui n'aiment pas les falafels. Attends, c'est avec quelle sauce, là? Mais il n'y a pas de sauce, c'est même pas la vraie proportion. Ah oui, s'il n'y a pas de sauce, ça peut pas être la vraie proportion. Donc, on suppose que 40% des gens n'aiment pas les falafels. Comment peut-on le mesurer par sondage ? Si on tire au hasard une personne dans toute la population, on aura 40% de chances qu'elle n'aime pas les falafels, soit une probabilité de 0,4. Si on refait d'autres tirages, les probabilités se multiplient, et si on tire 1000 personnes, on devrait en trouver autour de 400, 40%, qui n'aiment pas les falafels. Alors, parfois on en trouvera 390, d'autres fois peut-être 405, ça c'est le hasard. Mais ce que nous dit la théorie des probabilités, c'est que le nombre obtenu va se répartir autour de la valeur 400. Si on regarde les probabilités d'obtenir chaque valeur, la mesure qu'on aura le plus de chances d'obtenir, ce sera 400. Ensuite, il y aura 399 ou 401, avec un peu moins de probabilité, etc., etc. Ça se répartit sur cette fameuse courbe en cloche. Alors, de temps en temps, on aura des valeurs plus éloignées, genre ici 360 ou 444, mais ce sera beaucoup plus rare. Donc, si on enlève les 5% de ces valeurs trop farfelues là, aux extrémités, on sait que dans les 95% de nos tirages qui restent là, on aura un résultat plausible, et on voit, ça on le détermine par calcul, que nos mesures, ils sont situées entre 370 et 430, donc entre 37% et 43% de l'échantillon, soit plus ou moins 3% autour de la valeur réelle de 40% de gens qui n'aiment pas les falafels. Et c'est ça qui établit que la marge d'erreur sur le résultat est de 3%. Alors, quand on entend dire « un sondage sur 1000 personnes, ça peut pas représenter la population », c'est faux. Et ça, c'est mathématique. En théorie, avec 1000 personnes tirées au sort, on peut tout à fait se faire une idée de la population complète. Avec une marge d'erreur, mais qu'on sait calculer. Bon, après ça reste théorique, parce que tout ça ne devrait s'appliquer qu'à des échantillons aléatoires. Mais en pratique, on sait que c'est pas du tout comme ça que les sondeurs font leurs échantillons. Ils n'ont pas accès à la population complète, donc ils font ce qu'on appelle des échantillons représentatifs par la méthode des quotas, en essayant de prendre des gens dans les mêmes proportions que la population sur quelques critères, le sexe, l'âge, les catégories socio-professionnelles, mais en vrai c'est très limité par les bases de personnes dans lesquelles ils puisent, qui sont de plus en plus des panels d'utilisateurs inscrits pour participer à des sondages. Ça leur coûte moins cher de puiser là-dedans, mais du coup la représentativité devient très discutable. Ceci étant précisé, illustrons maintenant par quelques exemples. Imaginons qu'un sondage me donne une mesure de 42,5% de gens qui n'aiment pas... Alors on va changer, avec une sauce, on va dire, selon Viennem. Ils n'aiment pas. C'est qui ces gens? C'est le même vieux qui met déjà pas les falafels à 40%? Mais qu'est-ce que tu... Non mais quand même, c'est un aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas unanime. Ben là, il y a 42,5% de gens qui, le n'aiment pas. N'aiment pas le nem. C'est pas clair. Peut-être essaye d'y redemander au vieux, mais t'y proposes 2 sauces. Comme ça, qui l'y n'aime ou qui l'y n'aime pas, comme tu dis, au moins ça serait plus représentatif. À mon avis, Ouais, merci. Donc, sondage sur 1000 personnes, résultat, 42,5% n'aiment pas les nems.
avec une marge d'erreur de 3%. À partir de ces données, ce qu'on peut dire, c'est que la proportion réelle de la population qui n'apprécie pas les NEM doit être située entre 42,5 moins 3 et 42,5 plus 3, donc entre 39,5 et 45,5%. Et on a 95% de chances pour que ce soit le cas. Après, elle peut très bien être à 40% ou à 45%, ça on n'en sait rien. L'un comme l'autre sont possibles. Parce que tout ce que ça nous donne, c'est une fourchette. Et on est bien emmerdé, parce que le nem, ça se mange pas à la fourchette. C'est peut-être bien pour ça qu'ils savent pas y apprécier. Alors, ces marges d'erreur, elles varient. D'abord en fonction de la taille de l'échantillon. Avec juste 100 personnes, on aurait une marge de quasi 10%. Et plus on tire de personnes au sort, moins la stat est fragile et plus la marge d'erreur diminue. Mais évidemment, interroger plus de personnes, ça coûte plus cher. Donc les sondagiers le font en général sur 1000 personnes, en considérant que ça donne une marge d'erreur qui reste acceptable. Et la marge d'erreur varie aussi en fonction de la valeur mesurée. Voilà le tableau complet. Un résultat proche des 10% n'a pas les mêmes marges d'erreur qu'un résultat proche des 40%. Tout ça, c'est de la proba. Il faut donc se demander quelle est la marge d'erreur d'un sondage en fonction de la taille de l'échantillon. Mais ça ne s'arrête pas là. Démontons un nouveau cas. À l'occasion des élections européennes, un débat a été organisé en mai 2024. Passons sur le débat, ça c'est pas notre sujet. Nous, ce qu'on va regarder ici, c'est le sondage publié le lendemain par Odoxa Backbone pour Le Figaro, sur un échantillon de 991 Français, représentatifs. Voici une question qui a été posée pour savoir qui a été le plus convaincant sur différents sujets. Ce qui doit nous alerter, ici, c'est la phrase au-dessus. À ceux ayant regardé en entier ou en partie, ou vu, lu ou entendu des commentaires sur ce débat. Là, ça signifie que cette question ne s'adresse qu'à une partie de l'échantillon. Donc, les résultats ici ne portent pas sur les 991 personnes, ce qui veut dire que les marges d'erreur ne sont plus les mêmes. Alors, au début du sondage, il y avait une question là-dessus. Exposition au débat. Et ça nous donne des chiffres, ils sont édifiants. Sur les 991 personnes interrogées, en fait, seuls 11% ont regardé le débat en entier. Il y a eu aussi 14% qui l'ont regardé en partie, et 15% qui, eux, ont juste vu des commentaires. Ce qui est nimp, mais donc ils prennent 11 plus 14 plus 15, 40%. Ce qui fait quand même que 397 personnes. Et, au passage, si l'échantillon de départ était représentatif de la population, sur les proportions d'âge, etc., là, sur 397, les quotas, tout explose. Donc, représentativité, 0. Et au niveau des marges d'erreur, on passe sur cette ligne-là, 5%. Donc, quand le sondeur nous dit « tel candidat est convaincant à 51%, l'autre à 46%, en fait, lui, il est quelque part entre 46 et 56%, l'autre, quelque part entre 41 et 51%, et donc, ça peut très bien être l'inverse. C'est lui à 46 et l'autre à 51. Statistiquement, on n'en sait rien. Avec cette marge sur un écart aussi peu significatif, on ne peut tirer aucune conclusion de ce sondage. Merci, au revoir. Donc, quand on voit dans un sondage qu'une question ne concerne pas tout le monde, on peut se demander, est-ce qu'on sait combien de personnes y ont répondu, et est-ce que c'est assez pour être significatif? Un sondage ne donne pas de valeur nette. Il faut plutôt voir ça comme des fourchettes. Et se méfier de celles à trop grosse marge. Juste bonne aux petites cervelles à gueulage, à gueulage.